Marguerite Akossi-Nyongo, qui nous arrive de l'université d'Abidjan, excusez-moi, oui, qui est écrit, et qui travaille plutôt avec une orientation psychologique, hein, parce qu'après on va entendre socio-anthropo. Voilà. En fait, l'intitulé de départ, c'était « Femmes chercheurs et évolution de carrière, le paradoxe de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan ». Et donc, notre plan de présentation, il y a d'abord le contexte, la méthode, quelques constats que nous avons pu faire, quelques recommandations pour faire avancer la parité et nos conclusions. Donc, le contexte, c'est le contexte général que l'on connaît. Il y a peu de femmes parmi les chercheurs. Leur nombre diminue au fur et à mesure que l'on avance, et puis les disciplines semblent sexuées. Et on attribue généralement cela à des facteurs socio-culturels. Nous venons de le voir avec les interventions précédentes, les rôles traditionnellement assignés aux différents sexes, l'absence de modèles féminins. Quelquefois, on invoque les méthodes utilisées pour enseigner les disciplines scientifiques, la perception que les femmes ont d'elles-mêmes et de leurs compétences, ainsi que l'absence de politique spécifique au niveau des États. Donc, la situation à l'université Houphouët-Boigny amène à s'interroger sur certaines de ces représentations, car nous nous disons que pour parvenir à des propositions pertinentes, il faut s'être posé les bonnes questions, et les bonnes questions dépendent de la prise en compte du contexte. Et je voudrais préciser que l'université Houphouët-Boigny est la plus grande université de Côte d'Ivoire. Elle compte plus de 45 000 étudiants et elle a été fondée en 1965. Donc, la méthode que nous avons utilisée, c'est l'analyse documentaire sur les politiques menées et les statistiques de l'université, ainsi qu'une série d'entretiens semi-directifs avec des femmes de différents grades. Elles ont été interrogées à la fois sur elles-mêmes, comment elles en sont arrivées là, et de façon plus générale, est-ce qu'elles pensaient que c'était plus difficile pour une femme que pour un homme de réussir dans l'enseignement supérieur? Pourquoi? Et quelles mesures elles pensaient qu'on pouvait mettre en place? Donc, pour en revenir aux politiques qui ont été menées jusqu'à présent en Côte d'Ivoire, et pourquoi je dis que ça a constitué un paradoxe, il y a eu un grand slogan politique, l'avenir appartient à la science et à la technologie, dans les années 80, et ça aboutit à une augmentation systématique du nombre de classes scientifiques, dès le lycée, une diminution des classes littéraires, un encouragement des filles pour l'accès aux carrières scientifiques avec des programmes à la fois au niveau africain et puis au niveau national par l'organisation de conférences, l'attribution de bourses, etc. Il y a un véritable encouragement des femmes qui s'engagent dans la carrière académique. Elles sont valorisées, médiatisées, on parle d'elles, elles reçoivent des distinctions. Il y a chaque année, on décore des personnes du monde de la recherche. Et en général, dès qu'il y a une femme qui peut être décorée, c'est sûr que... Oui, dès qu'il y en a une, elle est... C'est-à-dire, quand je dis qu'il peut être décoré, c'est-à-dire que dès qu'il y a une femme dans le domaine de la recherche qui a une publication au niveau international ou quelque chose de bien, elle est valorisée, médiatisée. Donc, ce n'est pas forcément l'absence de modèles qui manque. La dernière chose, c'est qu'il y a 5 universités en Côte d'Ivoire, 2 anciennes et puis 3 nouvelles qui sont embryonnaires. Et les 2 plus anciennes universités sont dirigées par des femmes. Donc, ça fait qu'il y a 2 présidents d'université sur les 5 universités, mais disons, les 2 plus importantes sont dirigées par des femmes. Mais tout ceci ne semble pas avoir amélioré la représentation des femmes au niveau de l'enseignement supérieur. C'est bien ça le paradoxe.
parce que les politiques qu'on préconise habituellement ont eu l'air d'avoir été mises en œuvre, mais le nombre de femmes n'est pas très élevé. On se pose la question de la représentation sexuée des filières et on constate que les femmes chercheurs évoluent lentement au plan académique par rapport à leurs homologues masculins, mais dans les filières scientifiques, le plafond de verre semble moins pesant. Ça veut dire qu'elles ont une meilleure réussite. Bon, ça c'est juste pour vous indiquer la proportion de chercheurs à l'université d'Abidjan. Il y a à peine 19% de femmes, malgré tout ce que je vous ai dit. Et c'est tout grade confondu. Au niveau de la représentation par filière, la filière la plus féminisée au niveau des enseignantes et des chercheurs, c'est la médecine, avec essentiellement la faculté de pharmacie qui compte plus de 35% d'enseignants féminins. Il y a ensuite la faculté de médecine et la faculté d'odontostomatologie. La filière la moins féminisée, c'est la filière de mathématiques. Mais on constate que la filière de lettres, celle de biosciences, lettres, c'est ce qui est marqué au bout, j'aurais dû changer mes sigles, la faculté de lettres, la faculté de biosciences et la faculté d'économie sont au même degré de féminisation du point de vue des enseignants. Et paradoxalement, sciences de l'homme et de la société et sciences de la structure de la matière et des mines, donc sciences exactes, sont au même degré de féminisation du point de vue des enseignantes. Lorsqu'on essaie de regarder par grade, les grades de l'enseignement en Côte d'Ivoire, on a les assistants et les attachés de recherche, on a ensuite les maîtres assistants et les chargés de recherche, puis les maîtres de conférences et les maîtres de recherche, et enfin les professeurs titulaires et les directeurs de recherche. On s'aperçoit que, évidemment, il y a plus de femmes parmi les assistants et les attachés de recherche, et que le nombre diminue lorsqu'on arrive aux professeurs titulaires et aux directeurs de recherche. Mais si on regarde attentivement, pourquoi je vous ai mis ces chiffres, si on regarde attentivement, on se rend compte qu'il reste quand même plus de 15% de femmes parmi les professeurs titulaires. Donc la diminution n'est pas aussi forte qu'on aurait pu le penser. Mais il faut préciser aussi que l'organisation de l'avancement des carrières en Côte d'Ivoire se fait par le biais du CAMES, qui est le Conseil africain et malgache de l'enseignement supérieur. Donc, les dossiers sont anonymés et traités de façon globale, pas au niveau de l'échelle du pays. Donc, les constats, ce que je dis, les filières les moins féminisées ne sont pas forcément celles que l'on attend. Pour certaines filières, si on regarde par exemple mathématiques, aujourd'hui la proportion est en baisse. À un moment, les femmes représentaient un tiers des effectifs des enseignants en mathématiques, mais lorsque elles sont parties à la retraite, elles n'ont pas été remplacées par de nouvelles. Et enfin, il faut constater qu'en Côte d'Ivoire, la carrière académique semble attirer moins de filles que les carrières de l'administration et des entreprises privées. Et donc, malgré tout, si on rapporte ces chiffres au nombre total d'étudiants en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire les étudiants ne représentent que un tiers des effectifs de l'université. C'est-à-dire il y a 30% d'étudiantes et 70% d'étudiants, mais malgré tout, les femmes représentent près de 20% des enseignants. Bon, ça, on va passer dessus. C'était la comparaison entre les filières, sur le fait qu'il y avait des filières qui étaient féminisées en termes d'étudiantes, mais où il n'y avait pas beaucoup d'enseignantes, mais je pense qu'on va passer dessus. Et arriver à l'aspect qualitatif des choses, lorsqu'on a interrogé les femmes, ce qu'elles ont pu nous dire. Au plan personnel,
Les femmes ne semblent pas douter de leurs compétences ni de leur capacité à réussir tout type d'études. C'est corroboré par d'autres études qu'on avait déjà fait, aussi bien au niveau de l'enseignement technique que des lycées, où les filles pensaient qu'elles étaient aussi compétentes que les garçons pour toutes sortes de filières. Celles qui ont réussi leur carrière à l'université estiment que cela n'a pas été facile du fait des répercussions sur la vie familiale. Et elles attribuent la faible présence des femmes à un manque d'ambition et de planification des carrières. Pourquoi? Parce qu'elles ont peu de temps disponible, il y a trop d'activités sociales et dans la plupart des filières, la nécessité d'organiser sa propre progression. Il n'y a pas d'échéance. Contrairement à ce qui se passe pour médecine et pour les sciences exactes où il y a des échéances, vous avez 2 ans, vous avez 3 ans pour faire ceci. Dans les autres filières, il n'y en a pas. Enfin, c'est ce qui explique que l'évolution des carrières est plus rapide dans les filières scientifiques que dans les autres filières. Au plan professionnel, elles rapportent toutes que les conditions de travail sont déplorables. J'ai peut-être oublié de préciser que la Côte d'Ivoire sort de 10-15 ans de crise politico-militaire et donc il y a encore jusqu'à aujourd'hui beaucoup d'enseignants qui sont en exil et donc on a des taux un ratio enseignant-étudiant qui est effrayant. Et donc les conditions de travail sont déplorables, la flexibilité est illusoire parce que plusieurs femmes s'engagent dans la filière académique en ayant l'impression qu'elles pourront mieux contrôler leurs horaires. Et elles se rendent compte que finalement, c'est peut-être plus difficile de contrôler ces horaires que dans l'industrie. Les revenus sont relativement faibles et il y a la tentation de s'engager dans un mode de consultance qui est chronophage et dont l'expertise n'est pas prise en compte dans la progression académique. D'autre part, de façon générale, la représentation sociale de la réussite, pour les hommes comme pour les femmes, est de fonder un foyer stable et d'être inséré socialement. Toutes les autres décisions y sont subordonnées. Le problème, c'est que la question ne se pose pas tout à fait de la même façon pour les hommes et pour les femmes. C'est souvent le temps, je parle d'horloge biologique, qui amène les femmes à manquer d'ambition dans leur choix professionnel et dans l'évolution des carrières. Parce que au moment où elles devraient s'occuper de leur carrière, ça correspond aussi à la période où, si elles veulent faire des enfants, c'est le moment de les faire. À la question, est-il plus difficile à une femme qu'à un homme de faire carrière dans l'enseignement supérieur et la recherche? Elles me répondent oui, parce que les tâches et les responsabilités domestiques et sociales pèsent de tout leur poids. Quand je parle de responsabilité sociale, en Côte d'Ivoire, vous passez la moitié de votre temps à aller aux funérailles, à aller soutenir des gens qui ont perdu quelqu'un. Et si vous ne le faites pas, vous vous retrouvez complètement mis au banc de la société. Le problème, c'est que ça repose essentiellement sur les femmes. Et justement, les femmes chercheurs ont la mauvaise réputation de ne pas être des femmes sociales parce qu'elles ne vont pas suffisamment assister les autres. Et donc, tous ces faits rendent la femme moins focalisée sur son travail et moins disponible. Bon, non, comme elles disent, les compétences sont les mêmes. Lorsqu'une femme veut, elle peut, mais elle a tendance à manquer d'ambition et à se laisser déborder par le quotidien. Qu'est-ce que j'appelle les conditions favorables par rapport à l'avancement de la parité en Côte d'Ivoire? C'est que les politiques menées s'adressent au contexte de l'école et à l'organisation académique sans questionner la représentation sociale de la réussite. L'avantage culturel qu'il y a, c'est que les femmes n'ayant jamais été consignées à un secteur non productif, travailler et faire carrière sont en général bien vues socialement. Il n'y a donc pas d'opposition entre la vie privée et la vie familiale. L'éducation et la compétence sont valorisées. Les femmes ne rencontrent pas réellement de problèmes spécifiques dans l'exercice de leur métier.
L'environnement professionnel encourage, soutient et valorise les femmes qui montrent leur désir de progresser. Il y a une véritable reconnaissance de la communauté qui facilite les efforts. Les difficultés, c'est que les femmes ont tendance à développer le sentiment de culpabilité de la superwoman qui veut tout faire en même temps. Elles veulent réussir leur vie privée, réussir leur vie professionnelle, tout ça dans le même temps et sans forcément en avoir les moyens. Elles se laissent parfois enfermer au plan professionnel dans des rôles qui ne favorisent pas l'avancement. L'idée, c'est que à Abidjan, dès qu'il y a un poste d'administration de l'université, que ce soit les doyens, que ce soit les chefs de département, en général, on sollicite les femmes. On considère qu'elles sont plus efficaces. Et le problème qu'il y a, c'est que ça ne leur laisse plus le temps, quand elles s'investissent dans ces activités, ça ne leur laisse pas le temps de faire leur production scientifique. Et le CAMES ne connaît que la production scientifique. Enfin, on a parlé des obligations sociales qui sont pesantes, du fait que les grossesses, la fatigue résultant de l'éducation des jeunes enfants ne favorisent pas les ambitions professionnelles et les projets, de sorte que les femmes accusent un décalage dans le temps. Et évidemment, parfois, l'activité professionnelle du conjoint est un véritable frein à l'évolution de carrière. Quelques recommandations que nous pourrions faire pour favoriser la parité, elles s'adressent à la fois au pouvoir public et aux différents acteurs. Il y a tout d'abord le fait qu'on a constaté qu'il y a un tiers des étudiantes, mais en Côte d'Ivoire, la scolarité n'est toujours pas obligatoire. Et quand on regarde les chiffres de scolarisation des petites filles, ils sont systématiquement beaucoup plus faibles que ceux des garçons. Et toutes les femmes interrogées disaient que la première chose à faire, c'était de rendre la scolarité obligatoire pour tous. Ensuite, présenter des modèles de réussite féminine complète, c'est-à-dire à la fois au plan académique et au plan privé, pour donner envie à d'autres de pouvoir s'engager dans ces carrières. Sensibiliser l'ensemble de la société, hommes et femmes, pour montrer qu'il est possible de concilier vie de famille, vie sociale et vie professionnelle. Développer des aides pour faciliter l'accès à l'information et la mobilité des chercheurs, et aussi favoriser les carrières à tout âge. Parce que pour l'instant, la plupart des choses sont limitées dans le temps. Si vous avez jusqu'à 35 ans, vous avez droit à des aides. Après 35 ans, vous n'y avez plus droit. Or, la plupart des femmes se retrouvent dans ce cas-là. Enfin, qu'il puisse y avoir des quotas préférentiels pour les bourses et les voyages d'études. Les séminaires de développement personnel mixtes afin de faciliter la prise de conscience sur le partage des responsabilités domestiques. Inscrire dans les recrutements le fait que les candidatures féminines sont favorisées. Gérer de manière satisfaisante les conditions de vie et de travail des enseignants et des chercheurs. En fait, en guise de conclusion, c'est que les politiques, même volontaristes, ciblant le monde académique, sont utiles. Mais la parité ne pourra s'obtenir sans une action de sensibilisation globale prenant en compte les dimensions extra-académiques. Merci pour votre attention. Bonsoir à tous et à toutes. Ma présentation porte sur les femmes dans les universités d'État au Cameroun, entre représentation et invisibilité. Donc au départ, la communication était intitulée « La place des femmes dans les universités d'État », mais c'est en collectant les données que nous avons dû modifier le titre. C'est celui-ci. Oui, c'est vrai. C'est celui-ci. Désolée, oui. Oui, c'est celui-là. D'accord. Donc voilà notre plan de présentation. Nous avons d'abord une introduction, un matériel, une méthode, des résultats et de la discussion et enfin la conclusion. En guise d'introduction, nous avons constaté qu'il existe une abondante littérature sur les rapports sociaux des sexes, principalement ceux écrits par Aïcha Imam, Amina Mama et Fatou Sow de l'université du Sénégal, enfin de Dakar, c'est mieux. Et qu'au niveau du Cameroun, il y avait très peu de travaux qui traitaient des obstacles relatifs à l'ascension des femmes aux postes de responsabilité et même à leur promotion. Et cependant, quand on va dans le milieu universitaire, il y a une véritable rareté des travaux sur les femmes universitaires.
Oui, à la suite, donc, qu'est-ce qui nous a motivés quand nous avons vu cet appel à la communication? Nous avons parcouru les travaux, le résumé final du récent colloque de Dakar, les 14 et 13 novembre 2014 sur le thème femmes universitaires, femmes de pouvoir. Et au niveau du Cameroun, nous avons constaté qu'il existe une androcentrisation de l'appareil étatique, même si, n'est-ce pas, au niveau des discours, on dit qu'il faut qu'on observe la parité, mais dans les faits, ce n'est pas la réalité, parce qu'on a remarqué qu'il y a un nombre insuffisant des femmes à des postes de responsabilité et que les données sur la question des femmes universitaires restent lacunaires. Et quel est le matériel que nous avons utilisé, du moins les sites? Nous avons d'abord choisi de travailler sur les 8 universités d'État au Cameroun, mais par la suite, nous avons choisi trois d'entre elles, l'université de Douala, l'université de Ngaoundéré et l'université de Yaoundé 2. Pourquoi nous avons choisi ces 3 universités? C'est parce qu'avant la réforme de 1993, on avait une seule université mère et les autres qui étaient universités de Yaoundé et les autres constituaient des centres universitaires. N'ayant pas eu de réponse à ceux des collègues à qui nous avons envoyé le questionnaire et même le guide d'entretien, nous nous sommes limités à l'université de Douala où nous sommes enseignants au département d'anthropologie. Qu'est-ce que nous avons utilisé comme méthode? Nous avons d'abord préparé un questionnaire et par la suite un guide d'entretien. Que ce soit le questionnaire ou le guide d'entretien, nous avions d'abord des questions sur la sociographie des personnes que nous interrogions, parce que nous avons interrogé les hommes et les femmes, et même les étudiants, pour avoir leur perception de ce que c'est que les postes de responsabilité pour les femmes. Et nous avons aussi tenu compte du récit de vie des femmes de l'université de Douala qui se sont démarquées par leur carrière. Et comme analyse des données, nous avons fait une analyse combinatoire basée sur une approche à la fois compréhensive et interprétative des données collectées. Nous allons dire que l'université de Douala est anciennement centre universitaire qui a été créé par décret présidentiel en 1993. Cette université compte 3 établissements, dont 3 écoles, 3 instituts et 5 facultés. Cette université a à sa tête un recteur. Bon, quand je dis un recteur, c'est pour dire que c'est un homme. 3 vice-recteurs, parmi lesquels une seule est femme. Une secrétaire générale, qui est d'ailleurs la seule femme professeure titulaire de l'université de Douala. Un directeur des affaires académiques et de la coopération. Un directeur des affaires financières et une directrice du centre des œuvres universitaires. Donc, dans l'organigramme central, nous n'avons que 3 femmes. Et les données statistiques que nous avons utilisées sont celles qui datent du quatrième trimestre de l'année 2014, où à l'université de Douala, on comptait 679 enseignants et enseignantes, soit 166 femmes, ce qui représente 24% de femmes, et 513 hommes, soit 75,55% d'hommes. Sur les 166 femmes, nous avions une seule qui était professeure titulaire, soit 0,60%, 10 qui étaient, on va dire, des associés de professeurs, ce qui est différent de maîtres de conférences ici, et ne représentaient que 6%. Et puis 54 de ces 166 femmes étaient des chargées de cours, soit 32,53%, contre 101 d'entre elles qui étaient des enseignantes au grade d'assistant. Donc nous avons ciblé notre travail sur les enseignants permanents, dont des enseignants susceptibles d'être nommés à des postes de responsabilité. Donc nous avons exclu les enseignants qui sont missionnaires, vacataires ou alors qui viennent de temps en temps. Et là, nous avons le nombre de postes de l'administration centrale occupés par les femmes. Donc, comme recteur, sur 8 universités au Cameroun, il y a une seule qui a à sa tête une femme. Et sur 24 vice-recteurs, nous n'avons que 2 vice-recteurs. Donc, ça, c'est sur l'ensemble du territoire national. Et sur 8 secrétaires générales, nous n'avons que 3 qui sont des femmes. Et comme conseiller technique du recteur, il n'y a aucune femme. Et comme directeur, sur 32 directions, il n'y a que 3 où on a des femmes. Et comme chef d'établissement, sur 56 établissements, nous n'avons que 4 établissements où il y a des femmes.
Mais pourtant, quand on regarde, on se rend compte quand même qu'il y a des femmes qui sont au niveau du magistère. Donc, dans l'ensemble, pour les 136 postes de responsabilité, il n'y a que 13 postes où on trouve des femmes, soit principalement à l'université de Douala et suivi de l'université de Buea. Et comme chef des départements, là nous restons dans les 11 établissements de l'université de Douala, nous avons à la faculté des lettres et sciences humaines, sur 11 départements, autant pour moi, 5 sont des femmes. Sur 7 départements de la faculté des lettres, 2 sont occupés par les femmes. Sur 5 départements de la faculté des sciences juridiques et politiques, une seule a à sa tête un seul, autant pour moi, a à sa tête une femme. Et en faculté des sciences économiques, il n'y a pas de femme chef des départements, encore moins en faculté de génie industriel ou en faculté de médecine et des sciences pharmaceutiques, contrairement à ce que Marguerite nous a présenté, où on a plus de femmes dans les sciences, dans les facultés de médecine. Et à l'école normale, nous avons sur 12 départements, il n'y a que 2 départements, enfin, il y a 2 départements qui sont occupés par les femmes. Et enfin, à l'Institut universitaire de technologie ainsi qu'à l'Institut des beaux-arts, il y a 2 femmes de part et d'autre, contre une seule à l'Institut des sciences halieutiques sur 5 départements. Et qu'est-ce que nous avons donc obtenu? Donc, on se rend compte que sur 15 départements, que 15 départements sur 72 avaient à leur tête des femmes, soit 21%. 6 d'entre elles étaient admises au magistère, contre 9 qui étaient inscrites sur la liste d'aptitude au grade de chargé de cours. Et quelles sont donc les conditions pour toutes ces personnes qui ont été nommées pour devenir enseignantes? Elles doivent avoir un diplôme d'études approfondies, un master ou tout diplôme équivalent. Donc, que ce soit les hommes ou les femmes, le grade, les diplômes requis sont ceux-là que nous avons, un DEA, un master ou tout diplôme équivalent. Et en lisant quelques travaux sur la scolarisation des femmes, on s'est rendu compte que les femmes sont tardivement parties de la cuisine à l'amphithéâtre parce que leur rôle premier, c'est celui, n'est-ce pas, de socialiser les enfants, que ce soit les filles ou les garçons. Et là, nous avons un extrait des travaux de Thérèse Assia Lumumba, daté de 2004 dans Engendrer les sciences sociales en Afrique, où elle dit que l'éducation des filles était considérée comme relevant de la vie privée. Les garçons recevaient une éducation qui préparait à la vie publique. Or, quand on a accès à la littérature coloniale, on se rend compte que tous les enseignements qu'on apportait aux femmes, c'était comment s'occuper de leur mari, comment s'occuper de leurs enfants. Par conséquent, son avenir et son devenir ne pouvaient se faire non pas à côté d'un homme, mais plutôt derrière un homme, parce que c'était essentiellement les vedettes de l'ombre. Et qu'est-ce que nous constatons au regard de ces données? On se rend compte que les femmes sont présentes, mais juste au niveau du quantitatif et non au niveau du qualitatif. Et on note donc une certaine invisibilité des femmes dans les universités, des femmes dans l'académie à l'université de Douala. Et certaines de nos collègues pensent qu'une femme ne peut pas être chef. Parce que quand nous leur posons la question de savoir est-ce qu'il y a des postes spécifiques aux femmes, tous disent qu'il n'existe pas de postes spécifiques aux femmes. Ça, c'est dans le discours. Mais dans la réalité, ils estiment que les uns et les autres, hein, pas seulement les femmes, mais même les hommes aussi. Parce que la réalité est celle-là, où on se rend compte que les postes qu'occupent majoritairement les femmes dans l'administration sont des postes qui ne ressortent pas à proprement parler de la sphère de la décision. Ça, c'est une enseignante de rang magistral qui le dit. Et on note également une certaine discrimination. Et là, nous nous inspirons également des travaux de Tanela Boni, qui nous dit que l'instruction et les niveaux intellectuels ne changent pas grand-chose à la manière dont les Africaines sont perçues par certaines institutions dominées par la masse des hommes. Là, nous revenons encore à la vision androcentrée de l'État camerounais où les hommes ont le pouvoir de décision, mais à la fin, on est encore surpris qu'on nous parle du pouvoir discrétionnaire qui reste, en notre sens, discutable. Parce que par principe, la compétence, l'expérience devraient être les seuls critères pour nommer les hommes et les femmes. À compétence égale, les hommes sont malheureusement privilégiés dans le contexte camerounais. Et quand on demande pourquoi est-ce que les femmes sont moins nombreuses que les hommes à occuper les postes de responsabilité, nous avons des raisons culturelles qui tournent autour d'une vision sexiste, d'une phallocratie accompagnée d'un antiféminisme radical. Et on se rend compte que le système a moulé les dirigeants à penser que les femmes ne méritent pas certains postes
pour cause d'indisponibilité et autres clichés qui entravent la promotion des femmes. Par ailleurs, nous pensons sur le plan politique, le caractère discrétionnaire de la nomination a tendance à ramener montre que l'univers administratif reste dominé par une logique patriarcale et le lobbying politique promeut essentiellement les membres de son groupe foulant le plus souvent au pied le mérite, la probité et la compétence. Donc quand nous prenons l'exemple du lobbying, c'est quoi? C'est que on a des partis politiques qui sont tantôt majoritaires ou enfin il y a un parti au pouvoir et des partis d'opposition, mais on se rend compte que les personnes qui sont nommées sont parfois, pour certains, du parti au pouvoir, mais malheureusement, selon notre lecture, ces femmes-là ne sont pas essentiellement représentatives de la qualité, c'est-à-dire des personnes auprès desquelles on va retrouver un mérite par rapport à la qualité de la production scientifique, mérite par rapport à la probité et mérite par rapport à la compétence. Et l'autre argument est que le ratio des femmes intellectuelles, les femmes intellectuelles ne sont pas nombreuses et nous disons, est-ce que le nombre suffit? Parce que celles qui sont au niveau du magistère ne sont toujours pas nommées, pourtant elles ont la compétence requise. Et la question que nous nous sommes posée, c'est que font les femmes? Le constat est qu'elles occupent des postes secondaires qui correspondent à la sous-direction, au chef des services. Elles sont absentes, comme d'habitude, dans la sphère de décision. Elles doivent être évaluées, ce qui n'est pas le cas pour les hommes, qui sont le plus souvent perçus comme des ayants droit de fait. Donc, parce que pour nommer une femme, il faut toujours qu'on pense qu'il faut qu'elle fasse ses preuves, alors qu'aucun de ces responsables des universités d'État n'a fait des écoles de management, parce que c'est chacun qui apprend autour de l'autre. Ce n'est pas comme s'il y avait des écoles spéciales pour les hommes afin de favoriser leur nomination. Et certains qui répondaient aux questions nous ont simplement dit qu'on ne nomme pas les femmes parce qu'elles sont des femmes. Donc là, on reste encore au niveau de la discrimination. Et nous pensons que ce qu'il faut faire, c'est quoi? Faire une discrimination positive pour favoriser l'accès du plus grand nombre de femmes aux postes de responsabilité. Sauf d'autant plus qu'au sommet de l'État, les discours mettent l'accent sur la parité dans le genre. Et en conclusion, nous disons que le nombre réduit de femmes professeurs ne peut justifier l'insuffisance des femmes à des postes de responsabilité parce que seuls les facteurs socioculturels comme la phallocratie, un antiféminisme radical, le lobbying politique participent, n'est-ce pas, à promouvoir certaines au détriment des autres. Par ailleurs, il serait intéressant de pratiquer la discrimination positive pour réduire l'écart entre les femmes et les hommes, mais surtout permettre aux femmes dont la compétence est avérée d'occuper des postes où elles pourront mettre à profit leur savoir-faire et leur désir de changer l'image de l'université de Douala. Je vous remercie.